Qui c'est qui a osé pondre ce 15 des meilleurs défenseurs au 21e siècle? Sérieux, sans me demander mon avis. On va refaire ensemble le 15. N'hésite pas d'ailleurs à me donner une liste de 10 joueurs que tu voudrais que je replace pour une prochaine vidéo afin d'en débattre. N'hésite pas non plus à lâcher ton petit like, ça fait toujours plaisir, à t'abonner éventuellement. Comme tu peux le voir, tu as le classement à côté. Et moi, je vais refaire le classement à ma sauce. Et il peut y avoir débat ou pas, parce que moi je suis d'une ancienne génération, tu vois, j'ai été marqué par des Roberto Carlos, par des Maldini. Je vais essayer d'être le mieux possible, d'accord? D'ailleurs, dans ce classement, je regrette qu'il n'ait pas fait vraiment un classement spécial arrière-gauche, arrière-droit et défenseurs centraux. Maldini pour moi, premier, tout simplement, hein, la grande classe à l'italienne, pas besoin de gueuler, toujours présent au bon endroit, au bon moment, toujours bien placé, des tacles propres à chaque fois, très peu de cartons, Maldini. Sauf en fin de carrière, mais sinon, voilà, il a performé au Milan, et puis avec son pays, en Italie, il était très très bon. En deuxième, les amis, ils ont osé mettre. Donc du coup, Maldini à la deuxième place, et ben moi à la deuxième place, les amis, je mets Carlos Puyol. Carlos Puyol, le petit crapu, solide, un vrai guerrier, un soldat, aussi bien avec le Barça qu'avec l'Espagne, c'était un joueur petite taille, mais tu le savais sur son visage quand ça n'allait pas, et tu rigolais pas. N'importe quel joueur qui était contre lui pourra le dire, Carlos Puyol était robuste, dur à passer. Donc pour moi, Carlos Puyol, il m'a marqué lorsque je voyais des matchs, Barça-Milan notamment, deux grosses équipes et c'était à dente, des bijoux. Troisième, ils mettent Roberto Carlos, moi en troisième, les amis, je mets Nesta. Encore un Italien. C'est pas pour rien qu'à l'époque, l'Italie, c'était monstrueux défensivement. Hein. Ils avaient tout, une belle équipe, mais surtout défensivement, c'était une dinguerie. Eh ben, Alessandro Nesta, pour moi, il est troisième. Il est troisième parce que, ben, avec son serre-tête, associé avec Jeff Stam ou encore Paolo Maldini, replacé dans l'axe, c'était magnifique. Nesta qui était aussi très très bon à l'époque à la Lazio de Rome, un défenseur mais avec du style à l'italienne, son serre-tête, des tacs qu'il faisait, il me fait penser un peu à une patte avant de tomber dans l'eau, tu vois, elle est dure, raide, tu vois, et ben il me fait penser à ce truc-là, un top défenseur Alessandro Nesta. En quatrième, les amis, en quatrième position, ben c'est là que je mets Sergio Ramos, pour moi il est hors du top 3. Alors oui, il a performé avec l'Espagne, il a performé et gagné beaucoup de titres avec le Real Madrid, mais pour moi, c'est un défenseur un peu sale, tu vois. Il avait besoin de faire mal pour s'imposer, et puis ça marchait pas tout le temps. J'ai beaucoup d'images entre lui et Messi, où, tu vois, il mettait des tampons gratuitement, et pas qu'à lui, hein, mais j'ai cette image-là qui me vient tout de suite quand je pense à lui. Ramos était très méchant, et c'est important d'avoir des défenseurs méchants, parce que bah, il faut que tu montres ta présence, que c'est ton territoire, et que si tu veux passer, tu vas te prendre des coups. Mais lui, c'était extrême, tu vois, j'aimais pas trop sa façon de jouer, sa façon de faire. Donc pour moi, il est quatrième, mais bon, beaucoup de titres aussi, voilà. Mais l'homme, quatrième. Ensuite, cinquième, les amis, eh ben, en cinquième position, j'ai choisi de mettre Marcelo. Ça peut être étonnant quand tu sais qu'il y a Roberto Carlos qui a marqué mon époque, mais Marcelo, faut le dire, en cinquième position, il a marqué, il a révolutionné son poste. Une fois de plus, lui aussi, il a été très fort, techniquement, physiquement, offensivement, défensivement. Il les 1-2 qui proposait sa façon de rentrer dans l'axe pour transformer des actions en but. Il n'hésitait pas non plus à frapper. C'est dommage qu'il n'y a pas Nuno Mendes. On referme les parenthèses. Mais en tout cas, Marcelo, pour moi, il est cinquième. En sixième, les gars, je mets Roberto Carlos. Voilà, tu vois, j'aurais pu mettre Roberto Carlos en premier, mais pour les raisons que je viens de citer, c'est pour ça que je mets Roberto Carlos en dessous de Marcelo. Donc Roberto Carlos à la sixième place, parce que Carlos a été le premier joueur à montrer ce poste-là, à révolutionner son poste, on va dire, d'une certaine façon, tu vois, petit crapu, vitesse, puissance, frappe de loin, d'extérieur du pied, il contourne les murs. Enfin, même si tu es jeune et que tu regardes cette vidéo-là, tu es obligé de reconnaître un Roberto Carlos. Il est troisième dans leur classement, moi je le mets sixième, mais I love Carlos. Roberto, un super joueur, il m'a marqué. Ensuite, à la septième place, les amis, c'est Thiago Silva. Thiago Silva, pareil, il a performé dans tous les clubs où il est passé. Ça a manqué une petite Ligue des Champions avec Paris, malheureusement, il ne l'a pas eu, mais il l'a eu avec Chelsea. Et on ne peut pas dire le contraire, les amis, il a été très très fort. Roberto Carlos n'est pas connu pour sa vitesse, mais plus pour son mental et sa façon de se déplacer dans le jeu. Il est toujours bien placé au bon endroit, au bon moment. Et ça a été dit par tout le monde, ses collègues, ses coéquipiers, et ses adversaires. Eux aussi le disaient. Thiago Silva, il est redoutable. Avant même que la balle elle arrive, il est déjà placé, il est déjà là. Donc c'est compliqué, il avait vraiment l'instinct du défenseur tueur, tu vois, monstro, voilà, tout simplement. Ensuite, les amis, à la 8e place,
eh ben, je mettrais Hakimi. Hakimi, au même titre que Marcelo ou Roberto Carlos, sur l'autre côté, ou de Dani Alves si tu préfères, ou que Cafu, eh ben, Hakimi a révolutionné son poste. Tout simplement, c'est un joueur qui a mis énormément de buts, pas qu'à Paris. Il en a mis beaucoup avec Dortmund, il en a mis beaucoup avec l'Inter, et il a continué à en marquer encore avec Paris, et puis il était pas loin du Ballon d'Or, faut le dire les gars. Ballon d'Or africain aussi. Pour moi, Hakimi 8e, il aurait pu être aussi plus haut, mais 8e pour moi c'est très bien. Et franchement, il mérite mieux que cette 15e place quand même, non? À la 9e place, je mets Cafu. Donc c'est le même poste que Hakimi, mais pareil. Donc Cafu, c'était le premier joueur que j'ai vu avec Roberto Carlos, hein, du coup, Mekon et tout ça, tu vois, avoir révolutionné ce poste-là, des joueurs qui montaient très haut offensivement pour apporter du soutien et qui n'hésitaient pas à dribbler, à frapper, enfin, ils participaient réellement au jeu offensif. Et bon, maintenant, ça se voit beaucoup plus encore à notre époque avec des Hakimi qui montent très très haut, qui participent carrément au jeu offensif. Hein. Avant, c'était ces joueurs-là, mais tous ne le faisaient pas. Donc pour moi, voilà pourquoi Hakimi est devant un Cafu que j'ai aimé aussi. Hein. Ensuite, à la 10e place, les gars, je mets Dani Alves. Alors oui, ça peut se battre. Dani Alves aurait pu être devant Hakimi, aurait pu être devant Cafu, parce que Dani Alves, pareil, il a été excellent avec Séville. Là où il a performé énormément, c'était aux côtés de Messi au Barça, c'est 1-2, sa façon de jouer techniquement, son repli défensif. Aussi, c'était un défenseur rugueux qui était méchant, mais pas trop, tu vois, mais il s'imposait. Il n'hésitait pas à faire des petites moqueries avec l'adversaire pour le faire sortir du match afin de prendre l'avantage mentalement. Et c'est un défenseur très malin, Dani Alves. Une grosse frappe aussi, puissance, il avait tout. Donc Dani Alves aurait pu être plus haut, mais bon, voilà, je l'ai mis 10e. C'est pas un classement facile non plus, les gars. 11e, les gars, j'ai choisi de mettre Lilian Thuram. Lilian Thuram, pour moi, était un bon défenseur à Parme, à la Juventus, et puis au Barça, où il a été sur la continuité à chaque fois. Après, bon, voilà, on aurait pu en discuter pour être plus bas, plus haut. Je le mets 11e, voilà. 12e, les gars, j'aurais préféré avoir un Vidic. Ouais, je l'aurais mis plus haut au classement, mais ils n'ont pas mis Vidic. Ouais. Je mets Ferdinand 12e. Très bon défenseur, mais j'oublie pas quand même, c'est Manchester United à l'époque contre Barcelone. Les Mancuniens, Vidic et Ferdinand étaient là à se moquer un peu du Barça, de Messi. Et le gars, Messi, 1m50, hein, il te met un but de la tête en finale de Ligue des Champions contre deux mastodontes de l'époque, Ferdinand et Vidic. Une défense indéboulonnable, une défense compliquée à bouger, et c'est Messi qui te met un but de la tête. J'étais choqué. J'étais choqué. Le lendemain, j'allais au collège et on n'a parlé que de ça. Ah, c'était fabuleux, magnifique, incroyable. 13e position, Philippe Lahm. Voilà, Philippe Lahm, pour moi, c'est un bon défenseur qui a marqué son époque au Bayern Munich et en Allemagne. Un joueur qui peut jouer plusieurs positions. Cannavaro, 14e. Ils ont décidé de le mettre 4e, moi je le mets 14e. Il a gagné un ballon d'or au Real Madrid, mais avant ça, il était un bon défenseur, mais partout où il est passé, hein, Juve, Inter, Naples, il n'a rien gagné. Hein. Il a gagné uniquement à Parme. Il a gagné quand même une Coupe d'Italie en 99 et une Coupe UEFA. Pareil en 99 et une Coupe d'Italie aussi en 2002. Et aussi, il a gagné en Liga avec le Real Madrid, hein, 2 Ligas et une Super Coupe d'Espagne en 2008, puis direction Dubaï. Aujourd'hui, il est actuellement l'entraîneur de l'Ouzbékistan, mais je suis désolé, Cannavaro, pour moi, le jour où il a gagné son ballon d'or avec le Real Madrid, c'est du vol. Il aurait pu avoir d'autres joueurs qui auraient pu le gagner, il l'a gagné peut-être parce que voilà, il jouait chez les Blancs, je sais pas, mais en tout cas, de le voir 4e dans ce classement-là, pour moi, c'est du vol. Il n'a pas à être présent là. Donc voilà, moi je le mets 14e. Et enfin 15e, les gars, je mets Varane. Je mets Varane qui, eux, dans leur classement, il est 14e, moi je le mets 15e. Donc Cannavaro, avant-dernier, et dernier, Varane. Varane, très bon avec le Real Madrid. Pépite annoncé quand il est parti de Lens au Real, on sait ce qu'il a fait. C'est beau en soi, comme Marcelo. Hein. Varane et Marcelo sont restés longtemps au Real Madrid. Quand tu restes longtemps dans ce club-là, dans un club de haut niveau, c'est que forcément, tu dois être constant chaque année. Mais pour moi, Varane, il ne faut pas oublier qu'il a été contesté pendant 2-3 saisons quand même. À chaque fois qu'il était associé avec un défenseur bon à côté de lui, il était fort forcément. Mais dès qu'il fallait être en patron et qu'on lui mettait à côté un joueur un peu plus faible, j'ai oublié le joueur qui était à côté, mais il prenait des buts, il était contesté. Il n'était pas forcément le leader qu'on attendait de lui. Donc pour moi, Varane, 15e. Et on l'a vu avec Manchester United. Il arrive, il y a déjà Casemiro qui est là, et il n'arrive pas à faire que Manchester United passe ce fameux palier, tu vois, pour redevenir la grosse équipe.
Bon, voilà, en tout cas, c'est mon classement. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. N'oublie pas non plus à liker, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et j'attends ton prochain classement, là, un vrai classement, parce que ce que Canal+ nous a fait, c'est du vol. Ah, c'est du vol, j'aime pas du tout. Like, abonne-toi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bouf.